Bonjour et bienvenue dans Conscience Masquée, la chaîne YouTube qui se veut démasquer ta curiosité. Alcool. Les Français boivent trop d'alcool. Bienvenue dans cette seconde partie de la vidéo. En effet, n'oubliez pas qu'il y a la première partie qui est déjà sortie, qui traite un petit peu plus de l'aspect historique et qui fait une rétrospective un petit peu de l'histoire de l'alcool, de sa découverte jusqu'au French Paradox. Et aujourd'hui, on va parler de l'aspect actuel avec les mesures prises par les différents pouvoirs publics, les impacts que cela a pu avoir sur la consommation, sur les prix, mais aussi de la connivence qui semble être soulignée entre la sphère politique et les lobbies alcooliers. Et on va parler aussi de la différence de traitement qu'il semble exister entre le tabac et l'alcool, puisqu'on se rend compte que les mesures prises sont beaucoup plus restrictives pour l'un que pour l'autre et qu'il semble exister un certain privilège de l'alcool. Je vous laisse avec le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu ou encore à commenter. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est alors l'impact que les différentes mesures prises par les pouvoirs publics et les autorités ont eu sur la consommation d'alcool. Comme vous le savez, l'alcool est aujourd'hui exprimé en unités d'alcool et chaque unité d'alcool représente environ 10 grammes d'alcool. Par conséquent, une chope de 25 centilitres de bière à 5 degrés équivaut plus ou moins à un verre de vin à 12 degrés de 10 centilitres ou encore à un verre de whisky à 40 degrés à 3 ou 4 centilitres. Si vous vous demandiez donc pourquoi quand vous preniez des verres dans des bars ou dans des boîtes, il y avait le Beckwerser qui permettait d'avoir les 4 centilitres précisément, c'est du fait des mesures de santé publique prises et des doses attribuées pour chaque unité d'alcool. En termes de chiffres, il faut savoir qu'entre 1960 et 2018, la consommation de boissons alcoolisées a alors été divisée par plus de 2. En effet, en 1960, un Français buvait alors en moyenne près de 200 litres d'alcool par an, alors qu'il n'en boirait aujourd'hui plus que 80 litres. Ce déclin s'est principalement produit entre les années 1960 et la fin des années 90, avec la mise en place des politiques publiques de lutte contre l'alcoolisme, notamment la loi Evin par exemple, mais il est intéressant de noter que la tendance perdure encore de nos jours. En effet, entre 2010 et 2018, la consommation annuelle des boissons alcoolisées a ainsi diminué de près de 4 litres par personne. Et on remarque que si la consommation de bière et de vin a plutôt été stable dans le temps, cette diminution de la tendance à l'alcoolisation s'explique notamment du fait de la consommation de vin. Pour se donner un ordre d'idée, les Français buvaient en moyenne 3 à 4 verres de vin par jour en 1960 contre seulement un seul aujourd'hui. Pour autant, en 2017, le baromètre de Santé publique France montre que près d'un quart de la population française des 18-75 ans consomme de l'alcool au-delà des recommandations qu'elle a établies cette même année. Pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. C'est dans ce contexte que sera lancée en 2019 la campagne Ravage qui vise à sensibiliser aux effets de l'alcool sur la santé et aux nouveaux repères de consommation. Et je trouvais ça intéressant de comparer l'évolution de la consommation d'alcool avec celle d'une autre substance qui est elle aussi aujourd'hui fortement décriée et contre laquelle les pouvoirs publics luttent ardemment, je parle bien évidemment du tabac. On se rend vite compte que le sort du tabac a été encore plus strict que celui qui a été réservé à l'alcool. Le tournant politique a lieu en 1991 avec la loi Evin. Si le texte est drastique vis-à-vis du tabac, il l'est beaucoup moins concernant l'alcool. La loi Evin, qui a été votée en 1990 et entrée en vigueur en 92, implique l'interdiction de toute publicité, l'interdiction de fumer dans les lieux collectifs, la hausse des prix du tabac ou encore l'interdiction de vente aux moins de 18 ans. Il est ainsi attribué à cette loi une baisse de la consommation de tabac de 11% entre 1991 et 1997. Pour l'alcool, quant à lui, c'est une autre histoire. Il ne se voit pas privé de toute publicité, mais cette dernière et les supports de cette dernière sont simplement encadrés par la loi. Ainsi, la publicité pour toute boisson alcoolisée est interdite à la télévision ou encore au cinéma par exemple, mais elle reste encore autorisée sous certaines conditions sur internet. Les professionnels de santé s'inquiètent aussi des conséquences de la loi Bachelot qui en 2009 a autorisé la publicité d'alcool sur internet. Et la publicité par affichage est autorisée. Philippe Mossé, alors directeur de recherche au CNRS, affirmera que le maintien de la consommation soutenue d'alcool de nos jours est avant tout le résultat d'une stratégie économique, le lobby alcoolier jouant un rôle incitatif majeur. Vous allez me dire que ce soit pour le cas de l'alcool ou du tabac, les indiscutables intérêts de santé publique viennent buter sur de puissants intérêts privés, mais il est vrai que c'est intéressant de voir que pour l'alcool, cela vient aussi jouer sur la tradition des terroirs, sur le fait de perpétuer la culture française, son rayonnement ou encore sa compétitivité économique internationale en la matière. Après, je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que c'est aussi une tendance plus globale et plus mondiale également. Ça arrive très régulièrement que pour des représentations sportives, il y ait des brasseurs ou encore certaines marques d'alcool qui soient
associées et je m'imaginerais beaucoup moins que ce soit le cas avec des marques de tabac, par exemple Philip Morris ou Marlboro. Vous allez me dire, dans les deux cas, l'alcool ou la cigarette, c'est pas du tout recommandé quand on souhaite adopter un train de vie sportif. Après, je tiens quand même à dire que la loi, en tout cas en France, interdit les opérations de parrainage lors des manifestations sportives, festives ou culturelles, par exemple, pour l'alcool et le tabac, mais je sais que c'est pas le cas dans tous les pays, par exemple. En tout cas, pour revenir sur la loi Evin et ses impacts, le politicien Claude Evin, qui était donc à l'initiative de cette loi, affirmera que le volet tabac dans la loi n'a pas été remis en cause, mais regrette que le volet alcool l'ait été, puisqu'initialement la loi interdisait toute affiche de publicité pour l'alcool, sauf dans les lieux de production, alors qu'aujourd'hui il déplore que l'affichage en faveur de l'alcool est partout sur nos murs. Un premier assouplissement du texte en novembre 2015. Contre l'avis de la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine, les députés adoptent un amendement faisant la distinction entre publicité et information dite œnologique. Une nuance sémantique qui ouvre la possibilité de vanter l'indication géographique des produits, notamment des vins, et de faire la promotion des terroirs au cinéma et à la télévision. Vu que la publicité par affichage est autorisée, il n'est pas rare de voir des énormes publicités dans le métro, par exemple pour des marques d'alcool. Je pense par exemple à l'affaire qu'il y avait eu en 2016 où la RATP avait refusé de retirer la publicité géante qu'elle avait fait pour Henken dans le métro sur les quais de la ligne 11 et de la ligne 8, il me semble. Ça avait fait grand bruit et finalement la RATP avait laissé les publicités car elle assura que ces dernières étaient conformes aux dispositions permises par la loi Evin. Et même au-delà des frontières françaises, la tendance est un petit peu similaire, puisque l'eurodéputé écologiste allemand Hiltrud Breyer déclara que le Parlement européen cède au lobby de l'alcool et envoie un mauvais signal en matière de lutte contre les méfaits de cette boisson. Par exemple, dans l'Union européenne, les boissons alcoolisées sont exemptées de la plupart des obligations d'étiquetage, en particulier de listes d'ingrédients et de tables d'information nutritionnelles. Vous savez, le fameux Nutri-Score que vous voyez un petit peu partout sur les différentes choses que vous pouvez acheter en supermarché. L'alcool en est encore exempté et le fromage également. C'est un petit peu curieux quand on connaît les teneurs en sucre pour l'alcool ou en matière grasse par exemple pour le fromage. De nombreux producteurs s'y opposent du fait qu'ils aient peur que ça induise une baisse de la consommation. En tant que fromager, on est contre Nutri-Score. Et outre l'imposition d'un Nutri-Score, c'est un peu toute nouvelle législation qui ferait peur selon Françoise Seligman, qui est une ancienne sénatrice française, qui avancera que les élus du sud-ouest et de la Normandie sont épouvantés à l'idée de déplaire à leur clientèle aussitôt qu'il est question de légiférer sur l'alcool et de remettre en cause ses privilèges. Et vous allez me dire que potentiellement le traitement différent que le tabac et l'alcool ont connu est dû au fait des différents effets qu'ils provoquent et peut-être de la différence de dangerosité qu'ils représenteraient. Il y a une sous-estimation majeure des dommages de l'alcool. C'est-à-dire que l'alcool est un produit socialement extrêmement intégré en France, qui fait vivre énormément de gens. Le problème, c'est le produit le plus agréable, mais c'est le produit le plus dangereux. Selon une étude récente, boire une bouteille de vin par semaine équivaudrait à fumer 5 cigarettes par semaine chez l'homme et impliquerait une hausse du risque de cancer de l'appareil digestif. Et cela équivaudrait à 10 cigarettes pour la femme et une augmentation du risque de cancer du sein. Pour certains scientifiques, le fait que les risques cancérigènes de l'alcool soient moins connus implique cette différence de traitement et c'est pourquoi vous avez une équipe de l'université de Southampton qui ont décidé d'utiliser la cigarette comme unité de mesure équivalente pour parler des dommages de l'alcool. Et cette différence de traitement et ce manque potentiel d'information se ressent puisque, comme je le disais, alors qu'on a eu une baisse de la consommation du tabac quotidien chez les jeunes entre 1999 et 2007 puisqu'on passe de 33% chez les garçons à 18%, on se rend compte que l'alcool, c'est une tendance qui s'inverse et qui part à la hausse puisqu'on passe de 12% en 1999 à 18% en 2017, ce qui a tendance plutôt à inquiéter les pouvoirs publics. La France fait partie alors des plus gros consommateurs de vin et de whisky au monde. Il faut savoir que parmi les pays les plus gros consommateurs d'alcool au monde, vous avez évidemment la Russie et les pays d'Europe de l'Est, suivi des pays d'Océanie, donc je pense notamment à l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et derrière, vous avez aussi l'Europe occidentale et la France est loin d'être en reste. Avec une consommation qui oscille entre 8 à 12 litres d'alcool pur par habitant et par an en 2015, selon l'OMS. On constate ce matin que les Français lèvent le coude un peu trop facilement. Oui, c'est ça, on est des bons vivants, ça on le savait, mais on découvre ce matin avec une étude de Santé publique France qu'un Français sur 4 boit trop d'alcool, au-delà du raisonnable, au-delà des recommandations sanitaires. Comme je disais, si la consommation de vin a été divisée par 4 en France entre 1960 et 2020, la consommation de bière et de spiritueux est elle restée très stable, voire quasiment identique. Ce qui indique que les habitudes de consommation n'a concerné qu'une partie des boissons alcoolisées. Alors même que les pouvoirs publics ont tenté de jouer sur l'évolution des prix pour toutes les boissons alcoolisées, qu'il s'agisse du vin, de la bière ou encore des spiritueux. Ainsi, la part de la population française
comprises entre 18 et 75 ans ayant avoué avoir au moins une fois été ivre au cours de l'année a augmenté de près de 6% entre 2000 et 2018. Le professeur de médecine François Helsinger déclara que l'on a longtemps vécu dans le mythe et peut-être même dans l'espoir que boire un verre de temps en temps était bon pour la santé. On nous dit que le vin en petite quantité, c'est pas mauvais pour la santé. Mais alors, quels sont les véritables risques engendrés par une consommation d'alcool? L'alcool, c'est la 3e cause de morbidité dans le monde après l'hypertension artérielle et le tabac. Il est directement impliqué dans la mort de 2,8 millions de personnes par an, ce qui en ferait le 7e facteur de risque de mort prématurée. Entre 15 et 49 ans, il devient le premier facteur de mortalité prématurée. En Europe occidentale, il est le 4e facteur de risque après le surpoids. La France se retrouve alors en 6e position pour les hommes et en 8e pour les femmes pour le nombre de cas de maladies déclarés liés à l'alcool. L'alcool représente près d'un quart de la mortalité des 15-34 ans. En France, selon le rapport de l'OFDT, il y aurait près de 47 millions de Français qui auraient déjà expérimenté l'alcool, 43 millions qui en feraient un usage dans l'année ou plutôt occasionnel et 9 millions qui seraient des usages réguliers. Pour près de 5 millions, ce serait un usage même quotidien. L'alcool est la 2e cause de mortalité évitable après le tabac. Et même si la pratique se voudrait plus ponctuelle, apparemment le niveau de consommation important, particulièrement chez les jeunes adultes et les adolescents, serait en augmentation. Maximum d'alcool en un minimum de temps jusqu'à atteindre un état d'ébriété avancé, c'est le principe de ce que l'on appelle le binge drinking. En français, l'ivresse express. L'alcool est une drogue psychotrope qui agit sur le système nerveux. Cela peut induire par exemple des angoisses ou encore des troubles mentaux. Il a été démontré que l'alcool pouvait jouer un rôle dans la régulation des troubles émotionnels pouvant mener à un état dépressif, l'effet à long terme étant anxiogène. Pierre Mendès France dira « Nos hôpitaux psychiatriques ne peuvent abriter toutes les victimes de l'alcool dont le nombre croît chaque année. Il s'agit de rendre des hommes libres, conscients des dangers qui les menacent. » Le nombre de décès attribuables à l'alcool en 2015 en France est estimé à 41 000, dont 30 000 décès chez les hommes et 11 000 décès chez les femmes, soit respectivement 11 et 4% de la mortalité des adultes de 15 ans et plus. Et cette mortalité inclut près de 16 000 décès par cancer, plus de 9 000 décès par risque de maladie cardiovasculaire, 6 000 décès par maladie digestive, plus de 5 000 par une cause externe, que ce soit par accident de la route par exemple ou suicide, et plus de 3 000 par d'autres maladies mentales, troubles du comportement, etc. En effet, l'INCA, l'Institut national du cancer, affirmera que l'augmentation du risque de cancer a lieu dès une consommation moyenne d'1 verre par jour, qu'elle soit quotidienne ou concentrée sur certains jours de la semaine. L'alcool est reconnu comme cancérigène depuis 1988 par le Centre international de recherche sur le cancer. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que environ 19% des cancers imputables à l'alcool se développent chez des hommes qui boivent moins de 2 verres par jour. L'alcool est donc la 2e cause de cancer évitable derrière le tabac, et 7 types de cancers ont un lien avéré avec la consommation d'alcool, notamment celui de la bouche, du larynx, du pharynx, de l'œsophage, du foie, du côlon rectum ou encore du sein. Les troubles cardiovasculaires augmentent également avec la consommation d'alcool, puisque cette consommation élève la pression artérielle et augmente le risque d'hypertension, et ce dès le premier verre. Elle favorise également les risques d'AVC. Les risques de cirrhose et les effets sur le cerveau sont également à avoir en tête, puisque l'alcool serait directement en lien avec des troubles de l'attention, de la concentration ou encore de la mémoire. Il y a une relation qui a été établie entre la consommation d'alcool et le syndrome de Korsakoff, qui en gros, pour vous la faire courte, se caractérise par une altération massive et irréversible de la mémoire, une tendance à la fabulation pour compenser les pertes de mémoire et des troubles de l'humeur. Les risques psychosociaux et dans les relations sociales est également avéré, puisqu'une consommation d'alcool pourrait être associée à une auto-agressivité, à une augmentation du risque de violence conjugale ou encore des rapports sexuels non protégés et non désirés. Toutes les complications que nous avions prévues sont là, les violences sexuelles. De même, encore aujourd'hui en France, comme dans beaucoup de pays occidentaux, la consommation d'alcool pendant la grossesse est la première cause de handicap mental d'origine non génétique chez l'enfant. L'alcool serait aussi responsable de près d'un tiers des accidents mortels de la route, même si cette tendance est à la diminution. En conclusion, la consommation d'alcool par l'homme, aussi vieille soit-elle, est loin de prendre fin, et nul ne peut prédire sa disparition de notre quotidien. En effet, l'alcool est l'un des psychotropes les plus consommés et jamais aucune mesure coercitive dans un pays n'est parvenue à mettre un terme total et définitif à sa consommation. Selon l'OMS et l'Association mondiale des psychiatres, une loi n'est pas suffisante pour traiter un sujet sanitaire aussi complexe que la consommation d'alcool, voire de l'alcoolisme.
l'alcoolisme. Selon eux, l'alcoolisme est une maladie mentale majeure dont le traitement repose sur la volonté intrinsèque de l'individu à en guérir pour limiter au maximum les risques de rechute. D'autres arguments viendraient en plus s'opposer à une interdiction pure et simple de l'alcool. Est-ce que vous vous imaginez 5 minutes qu'une loi puisse interdire l'alcool? Très honnêtement, avec tous les risques de contrebande, de corruption, c'est ce qu'on a pu voir également pendant la prohibition aux États-Unis, cela me paraîtrait impossible. De même, les taxes qui sont mises en place sur l'alcool aujourd'hui représentent des milliards d'euros pour l'État. Et ce serait des milliards d'euros de pertes. Pour autant, l'OMS a publié en juillet 2019 10 recommandations au pouvoir public afin de réduire l'impact nocif de l'alcool. Le chemin est donc encore long et tout n'est pas réglé. Parmi ces 10 recommandations, il y a les stratégies à adopter sur différents domaines, notamment en termes de leadership, de sensibilisation, d'engagement ou encore d'action des services de santé, d'action communautaire, de politique de prix, de marketing des boissons alcoolisées ou encore de suivi et de surveillance. Chaque pays a aujourd'hui réglementé ce qu'il considérait être comme une boisson alcoolisée. En France, c'est toute boisson au-dessus de 1,2%, comme en Allemagne, en Espagne ou encore en Italie. Mais certains pays sont moins sévères et ont des chiffres plus étonnants. C'est le cas par exemple de la Biélorussie, où toute boisson au-dessus de 7% est considérée comme de l'alcool, mais celles qui n'ont pas atteint ce pourcentage ne le sont pas. Ça impliquerait donc que pas mal de biens ne seraient pas considérés comme de l'alcool encore aujourd'hui dans le pays. Le mot de la fin sera pour Jean-Louis Schlinger, professeur de nutrition et de médecine. C'est la dose qui fait le poison. Il y a vraisemblablement un bien boire comme il y a un bien manger, alors buvez avec modération, écoutez votre corps et prenez soin de vous. YouTube m'en vôtre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez appris et ce qui vous a étonné ou pas. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit like ou encore à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. À très bientôt.